Alors, bonjour chers collègues, très ravi qu'on soit ensemble dans cette belle ville d'Agadir. Alors, on va essayer de changer un petit peu de casquette pour passer à l'insuffisance cardiaque. Et cette fois-ci, on va un petit peu mettre un focus sur l'un des 4 piliers de l'insuffisance cardiaque qui sont les bêta-bloquants. Vous savez que les bêta-bloquants, ils sont connus un petit peu, c'est une classe qui est ancienne, mais vous savez que vous avez 3 bêta-bloquants qui sont recommandés dans l'insuffisance cardiaque, le nébivolol, le bisoprolol et le carvedilol. Vous savez que c'est une classe qui est hétérogène de point de vue pharmacologique, donc on va essayer un petit peu d'apporter la spécificité du carvedilol dans l'insuffisance cardiaque. Alors, pour ceci, on va faire appel à certains papiers que vous avez ici affichés, notamment la mise à jour des recommandations de l'insuffisance cardiaque de 2023 et l'étude Strong-HF, à partir de laquelle se sont inspirées justement ces recommandations. Alors, je commence un petit peu avec les mises à jour des recommandations de l'insuffisance cardiaque et je vais en citer principalement 2 qui vont m'intéresser dans la présentation. La première, ce qu'il est actuellement recommandé d'avoir une stratégie intensive et d'essayer d'initier et d'aptitrer rapidement les traitements pour achever notre titration à 6 semaines. Ça veut dire à 6 semaines, on doit être à des doses déjà optimales. Autrefois, ce cutoff n'était pas précisé, mais actuellement, on a commencé à le préciser. Dans 6 semaines, on doit avoir des doses optimales des 4 piliers d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une recommandation grade 1, ça veut dire qu'il est obligatoire à appliquer. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut checker chez tout patient insuffisance cardiaque une notion de carence martiale. La carence martiale, il faut savoir, elle est indépendante du taux d'hémoglobine. Cela veut dire que même si vous avez une hémoglobine avec un taux normal, il faut checker pour la carence martiale. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui a une carence martiale et que vous ne la diagnostiquez pas, vous allez avoir un impact sur la qualité de vie, même si vous optimisez votre quadrithérapie. Alors, pour la checker, donc, il faut doser la ferritine et la capacité totale de transférine. Et vous avez les cutoffs à partir desquels on définit la carence martiale. Alors, je reviens pour vous rappeler que l'insuffisance cardiaque est aussi mortelle que beaucoup de cancers. Là, vous avez, par rapport à l'homme, l'insuffisance cardiaque est aussi mortelle que le cancer colorectal, que le cancer de la prostate et que le cancer de la vessie. Et chez la femme, l'insuffisance cardiaque est aussi mortelle que le cancer du sein, que le cancer des ovaires et que le cancer colorectal. Tout ceci pour dire quoi? Qu'il faut s'acharner à installer et instaurer notre traitement d'insuffisance cardiaque qui doit être similaire à l'acharnement des cancérologues pour leur chimiothérapie pour améliorer justement la qualité de vie des patients. Alors, je vais essayer de voir un petit peu avec vous ce registre de l'insuffisance cardiaque de la Société européenne de cardiologie par rapport au suivi à long terme de ces patients. Et là, on s'aperçoit quand on zoome un petit peu sur les bêta-bloquants, donc on remarque que, regardez un petit peu le pourcentage de prescription et de titration qui est le même à la sortie et 1 an après le suivi des patients. Cela veut dire quoi? Que malheureusement, on est toujours à des doses sous-optimales après 1 an de suivi. Et puis, quand on regarde un petit peu ceci par rapport à leur répartition sur les zones géographiques, toujours par rapport aux bêta-bloquants, on remarque qu'il y a une disparité qui est significative entre plusieurs régions, avec un taux que remarquez qui est beaucoup plus bas dans le nord africain, où nous avons notre pays. Donc, ceci nous pousse un petit peu à s'acharner et à déployer les efforts pour essayer d'optimiser et de suivre nos patients correctement. Alors, le deuxième papier dont j'ai voulu le partager avec vous, c'est un petit peu le papier sur l'insuffisance cardiaque aiguë et sa classification et le devenir à long terme. Alors, par rapport à ce papier, vous connaissez la classification de l'insuffisance cardiaque aiguë par rapport à la congestion et la présence ou non d'hypoperfusion. Alors, la plupart de nos patients sont situés dans ce cadran chaud et humide. Alors, il faut savoir que ça se situe à peu près à 70% des cas, notre patient étant congestif, chaud et humide. Mais à la sortie de l'hôpital, vous avez pratiquement 30%, ce qui fait à peu près la moitié des patients qui vont sortir encore humides ou subhumides, ce qui va constituer un état de vulnérabilité par rapport à ces patients.
Et là vient tout l'intérêt de l'étude de Strong-HF qui va essayer un petit peu d'anticiper ou de remédier à cette vulnérabilité en adoptant une stratégie invasive. Je rappelle que l'étude Strong-HF, nous avons eu une stratégie invasive qui a été comparée à une stratégie usuelle. La stratégie invasive disait qu'on va instaurer les 4 traitements et on aurait la moitié des doses avant la sortie des patients et puis on va les optimiser à 6 semaines. Ça veut dire qu'on va achever notre titration avec des full doses à la 6e semaine. Alors, les leçons qu'on va tirer de l'étude Strong-HF, c'est que cette étude suggère qu'on peut utiliser le NT-proBNP justement pour monitorer la titration des 4 piliers. Je prends l'exemple, par exemple, des diurétiques. Alors, quand vous avez le NT-proBNP qui augmente de 10%, ou vous avez tout simplement des signes congestifs à l'examen clinique, vous allez augmenter les doses des diurétiques. Par contre, quand vous avez le NT-proBNP qui baisse ou tout simplement une disparition des signes congestifs, donc vous allez stopper l'augmentation des diurétiques. Alors, par rapport aux autres traitements, si on va zoomer un petit peu encore une fois sur les bêta-bloquants, on augmente les bêta-bloquants quand on a un NT-proBNP qui diminue, ou si vous avez bien sûr une fréquence cardiaque au-delà de 55 et une pression artérielle qui le permet bien évidemment. Par contre, quand vous avez un NT-proBNP qui augmente de 10% et vous avez une baisse de fréquence cardiaque ou de pression artérielle, vous stoppez la titration. Surtout, il ne faut pas reculer, il ne faut pas diminuer les doses, mais il faut stopper votre titration et rester spectateur. Alors, la stratégie rapide qui a été adoptée dans l'étude Strong-HF a permis, quand vous le regardez, donc les patients ils sont sortis avec la moitié des doses des 4 piliers. Donc, on remarque que juste à la première semaine de sortie, on a commencé à augmenter les doses et on assiste un petit peu à l'amélioration et la diminution du taux de NT-proBNP avec une stabilisation de l'insuffisance cardiaque sur le long terme. Par contre, regardez ici cette courbe, si vous reporter juste d'une semaine ces titrations. Donc, regardez la titration de Light by 1 week, une semaine. Si vous reportez cette titration, on remarque que vous avez une certaine rechute avec l'augmentation du NT-proBNP qui va faire quoi? Qui va faire nous inciter à reprendre encore une fois les diurétiques et retarder ou carrément rater l'amélioration de l'insuffisance cardiaque. C'était juste un report d'une semaine de la titration. Cela veut dire quoi? Qu'une semaine après la sortie, il faut s'acharner à augmenter les doses et ne pas retarder ces choses-là. Alors, parmi les autres leçons, c'est qu'après la décongestion, c'est-à-dire quand les patients sont secs, il faut essayer de baisser, quitte à arrêter les doses des diurétiques. Et ceci a été démontré dans ce méta-analyse. Plus vous diminuez les doses de diurétiques après la décongestion, plus vous améliorez la survie, la mortalité et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Ce graphique démontre que cette titration des 4 piliers dans l'étude Strong-HF a été similaire, que le sujet soit jeune ou âgé. Et on a montré le bénéfice même chez le sujet âgé. Ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas sous-doser les médicaments chez le sujet âgé sous un petit peu la casquette de fragilité. Les résultats de l'étude Strong-HF étaient probants en termes d'efficacité et de sécurité par rapport à la stratégie intensive et on a pu démontrer qu'il y avait une diminution de la réadmission pour insuffisance cardiaque et pour des causes de décès, que ce soit cardiaque ou extracardiaque. Par contre, il n'y avait pas, en termes de sécurité, il n'y avait pas d'effet adverse ou d'effet secondaire par rapport à la stratégie intensive en comparaison avec la stratégie usuelle. Alors, autre chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous avez affaire à cette escalade thérapeutique, il y a certaines règles un petit peu à respecter pour pouvoir être dans les normes. Alors, la première des choses, quand vous avez un patient qui est admis pour insuffisance cardiaque aiguë, la première des choses, c'est essayer de le décongestionner par des diurétiques. Donc, on connaît tous le furosémide qui est très efficace dans la phase un petit peu aiguë, auquel on pourrait lui associer les antagonistes des minéralocorticoïdes qui sont des diurétiques et qui vont contrebalancer le bilan potassique. Par la suite, après stabilisation de ces patients, et quand je parle de stabilisation, vous avez pratiquement 4 critères. Le premier, c'est qu'il doit avoir une tension qui est au-delà de 100 mm de mercure sans signe
ou symptômes d'hypotension. La seconde, c'est qu'on ne devrait pas augmenter les doses des diurétiques dans les 6 heures qui ont précédé cette stabilisation, pas d'introduction ou d'augmentation des vasodilatateurs et pas d'inotropes positifs dans les 24 heures précédentes. Donc, dès que j'ai ces 4 critères, donc mon patient est dit stabilisé, j'ai le droit d'introduire les inhibiteurs de la SGLT2 qui ont peu d'impact sur le potassium et sur la pression artérielle. Par la suite, je pourrais introduire les ARNI dès que la tension le permet et juste avant la sortie, on ne va pas oublier les bêta-bloquants parce qu'on doit attendre la baisse du NT-proBNP et la décongestion du patient. Alors, je vais revenir un petit peu et zoomer sur les bêta-bloquants qui font l'objet de ma présentation pour essayer un petit peu de rentrer dans les détails des propriétés pharmacologiques pour les connaître de près. Alors, comme vous le savez, nous avons 3 bêta-bloquants qui sont recommandés. Vous avez le bisoprolol, le carvedilol et le nebivolol. Alors, vous savez que le bisoprolol et le nebivolol sont des médicaments qui sont cardiosélectifs. Alors, quand je dis cardiosélectif, ce n'est ni avantage ni inconvénient, mais c'est une propriété pharmacologique qui va me définir un profil patient sur lequel, un petit peu, je vais me baser pour donner ces traitements. Par contre, le carvedilol est un traitement qui est non sélectif, qui va agir sur les récepteurs alpha, bêta 1 et bêta 2. Et puis, il aurait aussi un effet, cet effet sur les récepteurs alpha va lui faire conférer cette capacité de vasodilatation par la sécrétion du monoxyde d'azote en endogène. Et puis, vous aurez en plus un effet antioxydant, justement par la sécrétion du monoxyde d'azote. Et vous aurez un effet stabilisateur de membrane. C'est comme on va bloquer les canaux sodiques. Donc, par rapport à la demi-vie, vous avez 10 heures en moyenne pour le bisoprolol, 6 à 10 heures pour le carvedilol et 13 pratiquement jusqu'à 30 heures pour le nebivolol. Ça veut dire que pour le bisoprolol et le nebivolol, vous avez une prise monoquotidienne. Et par rapport au carvedilol, on peut préconiser donc la biprise pour qu'on soit un petit peu, pour qu'on puisse couvrir le nictémère chez le patient. Alors, autre chose par rapport à l'élimination ou le métabolisme, il est essentiellement ou plutôt exclusivement hépatique pour le carvedilol. Et ceci va avoir un impact par rapport à d'autres propriétés qu'on verra plus tard par rapport à la liposolubilité du carvedilol. Alors, on s'est dit tout à l'heure qu'il y avait un effet stabilisateur de membrane parce qu'il va exercer, si vous voulez dire un effet, il va bloquer les canaux sodiques et j'aurai un effet, si on veut dire local, anesthésique pour la membrane cellulaire. Donc, il est entièrement métabolisé par le foie, ce qui lui va donner un petit peu cette notion de liposolubilité. Donc, il va pratiquement traverser la barrière hémato-encéphalique pour lui conférer certaines propriétés, notamment anti-anxiété, changement d'humeur, un impact sur les troubles cognitifs, et puis vous aurez bien évidemment des rêves, que ce soit de bons rêves ou des cauchemars. Alors, la propriété de vasodilatation pourrait être due à plusieurs actions. Donc, vous les avez ici d'une manière globale, soit qu'on va bloquer les récepteurs alpha, soit qu'on va être agoniste pour les récepteurs bêta, soit qu'on va inhiber les canaux calciques, soit qu'on va ouvrir plutôt les canaux potassiques, soit qu'on va produire le monoxyde d'azote. Alors, qu'est-ce qui fait le carvedilol par rapport à ses propriétés? Donc, il va avoir un effet alpha bloquant, puis il va avoir un effet inhibiteur des canaux calciques, donc il va mimer un petit peu l'effet des inhibiteurs calciques bradycardisants, et puis il va avoir un effet antioxydant en sécrétant le monoxyde d'azote par la cellule endothéliale. Alors, si je reviens cette fois, si je sors un petit peu du côté pharmacologique, je revois un petit peu les études avec le carvedilol. Alors, il y avait beaucoup d'études par rapport à ce produit dans l'insuffisance cardiaque en comparaison même avec les autres. Par rapport au remodelage réverse, cette étude stipule que le bénéfice du carvedilol en termes de remodelage réverse dans l'insuffisance cardiaque a été constaté, et ceci indépendamment de la fréquence cardiaque et du rythme cardiaque, qu'il soit sinusal ou en fibrillation atriale. Et ceci était dû à quoi? À justement la sécrétion du monoxyde d'azote en endogène par la cellule endothéliale qui fait partie de l'activité du carvedilol. Quand on a revu un petit peu l'amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire gauche dans cette étude, quand on a comparé les 3 traitements, on s'est aperçu qu'il y avait une similitude d'action par rapport à cette amélioration de la FEVG entre le bisoprolol et le carvedilol si on a le même suivi de patients par rapport à des semaines d'évolution. Alors là, c'est une grande méta-analyse qui a comparé les bêta-bloquants sélectifs et les non sélectifs. Les non sélectifs, il y avait uniquement le carvedilol, et les sélectifs, c'est tous les bêta-bloquants que vous connaissez. Alors, quand on avait fait cette méta-analyse par rapport à des patients qui ont eu un infarctus du myocarde compliqué d'insuffisance cardiaque, on s'est aperçu que le carvedilol
en étant non sélectifs, faisaient mieux sur la mortalité cardiovasculaire que les sélectifs. Par contre, par rapport à l'insuffisance cardiaque, ils étaient tous similaires, sélectifs et non sélectifs. Là, c'est une étude japonaise qui a évalué un petit peu l'efficacité, la tolérabilité des médicaments bêta-bloquants, notamment ils ont comparé les deux, bisoprolol et carvedilol, chez les patients qui ont insuffisance cardiaque à effet réduite. Ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à l'insuffisance cardiaque, sauf qu'il y avait une toute petite différence, c'était que le bisoprolol faisait baisser mieux la fréquence cardiaque et le carvedilol faisait baisser mieux le BNP plasmatique. Quand on est rentré un petit peu dans la profondeur de ces études, on s'est aperçu que le bisoprolol faisait mieux que le carvedilol pour réduire l'inflammation et que le carvedilol faisait mieux par rapport au bisoprolol pour réduire le stress oxydatif. Quand on revient un petit peu en souvenir de l'étude de SHIFT qui a été conduite avec l'ivabradine en association avec les bêta-bloquants, donc la conclusion de l'étude stipule que quel que soit le bêta-bloquant qui a été co-prescrit avec l'ivabradine, on a assisté à une amélioration du devenir cardiovasculaire chez les patients porteurs d'insuffisance cardiaque, spécialement chez le plus qui a été prescrit dans cette étude, qui était le carvedilol. Alors, dernier élément pharmacologique que j'ai voulu partager avec vous, c'est que on s'est aperçu à travers cette étude clinique de recherche que le carvedilol, en plus de son effet hémodynamique sur l'insuffisance cardiaque, il avait aussi un effet sur le métabolisme énergétique, notamment, il faisait un petit peu changer le métabolisme de l'oxydation des lipides vers l'oxydation des glucides, qui était beaucoup mieux, un petit peu adapté au rendement énergétique dans des pathologies cardiovasculaires. Et cet effet, si vous vous rappelez, il mime un petit peu l'effet de la triméthazidine dans la maladie coronaire pour conclure que finalement le carvedilol a un effet double, un effet hémodynamique, d'accord, sur la vasodilatation, la réduction du stress oxydatif et métabolique en faisant le changement du métabolisme énergétique vers l'oxydation du glucose. Une adoption toute récente par la cardio-oncologie des bêta-bloquants dans la prévention de la cardiotoxicité chez les patients qui sont à haut risque ou à très haut risque de faire une insuffisance cardiaque. Et puis la dernière, qui est un petit peu une entité de recherche, le stroke heart syndrome, qui est une nouvelle entité où l'insuffisance cardiaque va apparaître avec une incidence qui commence à s'installer de 6,4%. Et on pourrait penser que le carvedilol pourrait être un terrain, plutôt ce terrain pourrait être propice pour le carvedilol parce qu'il a une liposolubilité qui est beaucoup plus excellente que les autres. Voilà, moi je termine ma présentation sur un très bref cas clinique avec un patient de 71 ans qui est hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë avec une fraction d'éjection à 35%. Il était sous valsartan 40, il était sous carvedilol 6,25. Une tension qui paraît correcte, une fréquence cardiaque à 90 avec des grâles crépitants basithoraciques. Alors, le bilan d'admission, vous le connaissez tous, on a besoin d'un DFG qui est un peu bas, une kaliémie, une hémoglobine, et vous avez une ferritine qui est basse, même si vous avez un taux d'hémoglobine qui est normal. Alors, notre première attitude thérapeutique, c'est évidemment essayer de décongestionner le patient. Donc, on va plutôt déjà introduire le fer en injectable, puis ajouter le furosémide par la suite, d'accord? Bien sûr, on va garder le valsartan, puis on va essayer d'introduire la spironolactone pour essayer un petit peu de majorer l'effet diurétique. Par contre, on ne va pas arrêter le bêta-bloquant, il faut le garder, même si vous avez une insuffisance cardiaque aiguë. Par la suite, à J+4, notre patient était sous toujours la même dose du carvedilol à 6,25, spironolactone à 25, un inhibiteur de la SGLT2 parce qu'il était stabilisé, si vous vous rappelez un petit peu de l'escalade thérapeutique, furosémide à 40 mg. Donc, il s'est amélioré cliniquement avec une IA2 fort. La tension a baissé, et il faut s'attendre à une baisse tensionnelle. Fréquence cardiaque à 80, un DFG qui a aussi baissé à 38, une kaliémie qui reste à 4,5. Et vous avez remarqué qu'on avait arrêté le valsartan pour l'optique d'introduire l'ARNI par la suite. Donc, on va garder bien sûr notre inhibiteur de la SGLT2, puis on va garder la spironolactone, mais on va introduire l'ARNI. Et quand vous introduisez l'ARNI, bien évidemment, on ne peut pas augmenter la dose d'un autre traitement pour ne pas compromettre, encore une fois, la pression artérielle.
HV+8, on va garder l'ARNI, garder les inhibiteurs de la SGLT2, garder le reste, mais on va augmenter la dose du carvedilol parce qu'on s'est aperçu que le NT-proBNP a baissé de 700 à 500. Donc à chaque fois que vous avez la décongestion clinique, une baisse du NT-proBNP, vous êtes dans le confort pour introduire le bêta-bloquant. Et puis par la suite, on va faire sortir le patient. N'oubliez, à chaque semaine, on va le titrer tout en regardant tous les paramètres, les symptômes, fréquence cardiaque, état clinique et la biologie, pour essayer un petit peu de suivre ce que vous avez dans l'étude Strong-HF. Voilà, je finis avec cette plaque. Si vous avez une fréquence cardiaque basse sous bêta-bloquant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mon patient, par exemple, a une fréquence cardiaque à 48, mais vous n'avez pas de BAV. Il était sous carvedilol à 25 mg. En étant asymptomatique, c'est important de regarder les symptômes, que ce soit par rapport à la baisse de la fréquence cardiaque ou la baisse de la pression artérielle. Restez spectateur, ne rien faire. Il ne faut surtout pas diminuer les doses. Et puis, faire un Holter-ECG à la recherche quand même de troubles conductifs ou d'insuffisance chronotrope. Et sinon, on peut titrer le reste. Et ce qui est recommandé, c'est que mieux vaut un peu de bêta-bloquant que pas du tout. Donc, n'essayez pas de downgrader les doses. Fréquence cardiaque, cible repos doit être moins de 70, puis elle doit rester au-delà de 50 sans BAV. Et surtout, pensez à l'insuffisance chronotrope aussi qu'il ne faut pas oublier. Et je vous remercie.